Et j'ai commencé comme beaucoup, c'était vers 2020, 2021 peut-être, par un site de dropshipping tout simplement, pour essayer, pour savoir comment lancer une micro-entreprise, comment déclarer l'URSSAF, comment jouer avec la TVA, etc. Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me plaisait trop, parce que le dropshipping, t'as des délais d'attente assez longs, tu sors support client, les clients sont pas contents d'attendre. Donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. J'ai réussi à me former seul à ce qu'on appelle le no-code. Donc le no-code, c'est de la programmation visuelle pour créer des web apps, des applications métiers, des processus automatisés, par exemple. Et après, j'ai senti qu'il y avait un plafond de verre que je ne pouvais pas faire sauter seul. Et là, je me suis inscrit à un bootcamp pour pouvoir vraiment tout exploser. Donc 3 semaines à temps plein. Et à la fin du bootcamp, il fallait pouvoir sortir une marketplace. Pendant que j'étais au bureau, le midi, mes collègues jouaient à Rocket League sur la PlayStation. Donc un jeu où tu peux jouer en ligne avec des voitures. Moi, j'étais derrière mon ordi en train d'essayer de développer quelque chose. J'apprenais, je regardais des vidéos YouTube, je testais. Et le soir aussi, après qu'on ait fini de dîner ou de regarder une série Netflix, plutôt que d'aller me coucher à 22h30, je descendais au bureau, là où je suis actuellement, pour continuer à travailler sur cet outil-là. Et c'est comme ça que Scribecast est né. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Je suis trop contente aujourd'hui de vous présenter mon invité dans un instant et le thème dont on va parler toute la semaine. On va parler de créer un micro-SaaS, créer un SaaS en parallèle, soit de ses missions freelance, soit de ses missions en CDI en tant que salarié. Et la création de SaaS, c'est un truc que je suis depuis un moment et évidemment, c'est un mouvement entier de solopreneurs qui cherchent la scalabilité, qui cherchent à créer un logiciel, donc un SaaS, si jamais vous ne connaissez pas ce mot, Software as a Service, c'est un logiciel sur abonnement. Et pour ça, il faut savoir coder, ou pas forcément, mais en tout cas développer un logiciel. Et pour nous en parler, j'appelle quelqu'un qui a développé son petit logiciel, enfin qui est pas si petit que ça, à côté de ses missions de freelance et de salarié. Michael Bourgois, salut Michael, tu es le fondateur de Scribecast et aussi de No Code Bento que tu vas nous présenter tout à l'heure. Bienvenue au board Michael, comment ça va ? Ça va très bien, salut Flavie, merci de me recevoir. Eh ben écoute, je suis trop contente. On va décoder ensemble comment tu as créé ton SaaS tout seul, Scribecast, et tu vas nous en parler parce que c'est une aventure passionnante. Dans ces 5 épisodes, on va regarder pourquoi c'est intéressant de créer un SaaS et comment ça peut nous aider à chercher plus de scalabilité quand on est solopreneur. Ensuite, comment on fait pour le créer ? Le temps, l'argent, les compétences, les outils. On va regarder aussi qu'est-ce qu'il faut pour rentabiliser un SaaS, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec un SaaS, parce qu'il y a plusieurs façons de le valoriser et tous tes conseils, trucs et astuces pour créer votre SaaS en parallèle. Et oui, tout le monde peut le faire, vous et moi, même des non-développeurs, on va dire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu te présentes. Tu me dis, moi, je suis développeur no-code. Voilà. Alors, raconte-moi un peu, Mika, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton SaaS ? Tout simplement en partant d'une envie que j'avais il y a quelques années de pouvoir gagner un peu d'argent, arrondir mes fins de mois. À l'époque, on appelait ça des muses. Je ne sais pas si c'est encore un terme à la mode, mais les muses, quelque chose qui te rapporte de l'argent sans forcément y passer trop de temps. Bon, alors moi, je m'en rappelle bien. Que le temps. J'avais lu ça chez Tim Ferriss à l'époque, je pense, comme tout le monde, la semaine de 4 heures, les fameuses muses. Lui, il parlait d'un truc de complément alimentaire et tout ça. Donc, tout le monde cherchait sa muse. Et moi aussi, quand j'étais salariée, je m'étais mis ça sur un petit coin de ma tête. Mais c'est que peut-être 10 ans plus tard que je m'en suis préoccupée, quoi. Trop bien. Donc, tu cherchais ta muse. Raconte-nous alors la suite. Et j'ai commencé comme beaucoup, c'était vers 2020, 2021 peut-être, par un site de dropshipping tout simplement, pour essayer, pour savoir comment lancer une micro-entreprise, comment déclarer l'URSSAF, comment jouer avec la TVA, etc. Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me plaisait trop, parce que le dropshipping, tu as des délais d'attente assez longs, tu sors support client, les clients sont pas contents d'attendre. Donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et j'ai écouté un podcast qui s'appelait, je dis s'appelait parce qu'il s'est arrêté, Indie Makers de Martha Donadieu. Il est vraiment très bien, je conseille à tout le monde, à toutes les personnes qui voudraient se lancer en soloprenariat, voire même en freelance, mais beaucoup, c'est des indie makers, donc les gens qui font des choses seuls. Dans cet épisode, moi, je suis tombé sur un épisode avec Anthony Huckmes. C'est un Belge qui a fondé le SaaS Photo Studio, donc un micro SaaS très niché, enfin micro même pas, mais très niché en tout cas pour les photographes. Et le titre, c'était générer 25 000 € mensuels avec son projet. Je comprends que ça t'ait attiré. Voilà, c'est très intriguant, je vais écouter. Et je me suis rendu compte, même si Anthony est développeur, je me suis rendu compte qu'il a réussi à créer quelque chose seul, sans équipe, sans devoir faire appel à des employés. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut. Mais je ne savais pas coder. J'avais des bases en HTML, CSS, que j'avais apprises à l'école et seul.
mais je me suis dit bon, c'est pas pour moi, je ne sais pas coder, je ne saurais jamais créer un SaaS, donc je passe à autre chose. Et je suis resté sur le dropshipping. Mais finalement, j'ai réussi à me former seul à ce qu'on appelle le no-code. Donc le no-code, c'est de la programmation visuelle pour créer des web apps, des applications métiers, des processus automatisés, par exemple. Ok, trop bien. Alors no-code, c'est vrai que c'est vaste. Il y a plein d'outils no-code qu'on utilise aujourd'hui. Enfin, je pense que les solopreneurs utilisent ça. Tu t'es formé auquel particulièrement d'outils? C'est lesquels dont on a besoin pour créer un micro SaaS, ou peut-être comment tu t'es formé aussi, combien de temps ça a pris pour qu'on sache aussi l'investissement de départ si on veut se doter des compétences qui sont nécessaires pour créer son micro SaaS? Alors, je me suis formé sur, peut-être pas le plus simple au départ pour se former sur un outil no-code qui s'appelle Bubble, bubble.io, qui est un outil de programmation visuelle pour créer des web applications, des web apps, des SaaS, en tout cas du web. Et je me suis formé d'abord avec des vidéos YouTube tout seul, puis avec des formations payantes sur Udemy qui m'ont permis d'aller un peu plus loin. Et après, j'ai senti qu'il y avait un plafond de verre que je pouvais pas faire sauter seul. Et là, je me suis inscrit à un bootcamp pour pouvoir vraiment tout exploser. Donc 3 semaines à temps plein. Et à la fin du bootcamp, il fallait pouvoir sortir une marketplace. Ah ouais, donc quelque chose d'assez sérieux quand même en termes de, voilà. de fonctionnalité, tout ça. Et tu dirais que ça t'a pris combien de temps cette formation, d'abord par tes propres moyens et ensuite en accéléré avec d'autres dans un bootcamp? Alors j'ai vraiment pris mon temps parce qu'en parallèle j'étais à l'école. J'ai repris moi une formation en école d'ingénieur à 31 ans en 2016 jusqu'à 2018. Donc j'avais commencé déjà à me former à cette époque-là. Et après tout de suite j'ai enchaîné sur un poste de sales. Donc c'était un nouveau métier pour moi, sales dans une startup B2B qui vendait un SaaS justement. Donc je devais me former. Et pour me former à ce métier, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Donc en parallèle de mon salariat, des podcasts que j'écoutais pour me former, j'ai fait des formations justement no code et ça m'a pris, on va dire, plusieurs semaines voire plusieurs mois parce que j'y allais vraiment à tâtons. C'était le soir, le midi, et en parallèle j'avais ce site de dropshipping que je continuais à faire vivre, mais j'avais aussi ce qu'on appelle un side hustle, un petit side business. Parce qu'il fallait vraiment que j'arrive à trouver quelque chose. Si on revient au podcast de Indie Makers de Martha Donadieu, j'étais abonné à sa newsletter et dans sa newsletter, il disait voilà, chère communauté, je cherche quelqu'un à qui déléguer certaines parties de mon travail de podcasteur, notamment l'écriture des résumés d'épisodes pour les mettre sur Spotify et autres. Si quelqu'un est intéressé, levez la main. Donc j'ai levé la main, je l'ai contacté, on a fait un essai et j'ai écouté 1 ou 2 épisodes, je les ai résumés, j'ai fait un Notion commun avec lui, on se les partageait et il m'a dit ok Banco, on y va, tu peux écrire pour moi mes résumés d'épisodes. Après il m'a demandé des titres, après il m'a demandé de faire la timeline, de pouvoir aussi héberger ses audios directement sur son site d'hébergement qui était Encore à l'époque. Donc c'est comme ça que j'y mets un pied aussi dans le podcasting. Et donc ça rejoint un peu ce side hustle-là et le fait que j'étais en bootcamp, créer une marketplace, fait que les deux se sont rejoints et j'ai créé une marketplace autour du podcast et une communauté de freelance qui travaillent dans ce domaine-là comme je le faisais à l'époque en side hustle. Ok, passionnant, je retiens plein de trucs dans ton parcours, c'est super intéressant dès l'épisode 1. Déjà, tu t'es formé aussi en changeant de taf, en allant choisir un travail aussi dans cet univers du SaaS pour mieux comprendre les métriques, etc. Tu vas nous en parler tout à l'heure parce que c'est pas si simple que ça d'être rentable avec un logiciel. Donc, t'as appris tout ça. Tu t'es formé en parallèle, t'as écouté beaucoup de podcasts et aussi le fait de mettre le pied à l'étrier sur ce marché du podcast, c'était malin parce que d'un côté, tu te formais. Et en plus, comme t'écoutais les épisodes de podcast, autant te faire rémunérer en les résumant. Moi, je suis motivée aussi. J'écoute tellement de podcasts. Il y a des podcasteurs qui m'écoutent. Je peux bien vous résumer vos épisodes, enfin que les podcasts sur le soloprenariat, bien sûr. Trop bien. Alors, qu'est-ce que tu donnerais à nos auditeurs, auditrices comme premier défi sur l'histoire de, voilà, s'ils ont envie de se lancer avec un SaaS, quel premier pas ils peuvent faire en fait? Moi, le premier défi que je dirais, c'est de ne pas chercher l'idée à tout prix. Tiens, j'ai une idée, il faut que je développe quelque chose. Non, il faut répondre avant tout à un besoin. C'est ce qui m'est arrivé à travers la newsletter de Martha Donadieu. J'ai répondu à un besoin d'écriture de résumé de podcast. De là, après, j'ai réussi à productiser et à créer une marketplace. Mais faut pas chercher à avoir une nouvelle idée. Il faut s'inspirer des choses qui marchent déjà. Parce que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Et pour autant, il faut essayer de se nicher. Parce que s'il y a moins de monde, on a plus de place forcément pour se faire connaître dans ce domaine en particulier. Super intéressant et c'est ce qu'on va développer dans l'épisode 2 puisque justement tu vas nous raconter vraiment
comment tu l'as créé concrètement? Et on va parler du concept, comment tu l'as trouvé, du côté micro SaaS aussi, pourquoi on appelle ça micro, parce que tu nous parles de niche. On va détailler tout ça avec aussi les outils, le temps, l'argent, les compétences que tu as dû utiliser pour créer ton micro SaaS. C'est parti pour l'épisode 2. Alors, tu nous parlais de la genèse. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer un SaaS? Comment t'as fait ensuite pour le lancer? Parce qu'en gros, si je comprends bien, là, à ce stade, tu voulais d'abord créer un logiciel, mais tu n'avais pas d'idée préconçue. Tu tombes sur un besoin de marché qui semble être dans l'univers du podcasting et tout le travail qu'il y a à faire autour d'un podcast qu'on crée, qui est vraiment un travail énorme. C'est là qu'est né Scribecast. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, la construction concrètement de ton SaaS. Ouais, alors Scribecast n'est pas arrivé tout de suite, il y a encore un peu de temps qui s'est écoulé avant cela. Cette fameuse marketplace de services freelance, communauté freelance dans le podcasting que j'ai lancée, il y avait des prestations en termes de rédaction de contenu, du montage audio, du mixage, même de la vidéo, du graphisme. Et j'avais mes premiers clients qui arrivaient sur la plateforme, qui trouvaient des services, chaussures à leurs pieds, mais c'est des services qui coûtent cher, c'est des services humains, ce qui est normal, il faut payer les gens pour qu'ils travaillent et surtout avec du travail de qualité. Et beaucoup m'ont dit, ça serait cool qu'on puisse avoir, ne serait-ce que sur la partie création de contenu, des contenus qui soient générés automatiquement. On a entendu parler de l'IA. Alors à l'époque, il n'y avait pas de chat GPT, c'était juste GPT-3, donc en mode API pour les développeurs. On a entendu parler d'une IA qui était capable de rédiger des contenus. Est-ce que tu pourrais pas regarder ce qui serait possible de faire pour créer des posts LinkedIn, par exemple? On a aussi des produits qui marchent bien, mais plutôt sur des podcasts anglophones, en tout cas des audios en anglais, pour faire du speech to text, donc de la transcription d'audio. Est-ce que tu peux pas regarder quelque chose qui marche bien en français? Parce que là, c'est bien, tu nous fais de la prise de notes quasi parfaite, mais il y a quand même des erreurs. C'est pas à chaque fois les bons mots qui sont employés, et pas toujours en tout cas. Essaye de pouvoir faire en sorte d'automatiser ça, la transcription, la création de contenu. Donc j'avais regardé. Et à l'époque, n'étant pas développeur, les API, je connaissais, mais c'était quand même un peu trop complexe pour moi. Et finalement, comme je me suis formé au no-code, le concept d'API est devenu de plus en plus clair pour moi. J'avais créé ma marketplace, puis d'autres produits pour des clients. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être maintenant le moment de me lancer et d'essayer de créer ce dont les gens avaient émis le besoin durant le lancement de ma marketplace. Encore une fois, tu vois, c'est un besoin que j'avais décelé. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose. Et c'est là où j'ai lancé Scribecast. Et comment je le faisais? Tout simplement, pendant que j'étais au bureau, le midi, mes collègues jouaient à Rocket League sur la PlayStation. Donc un jeu où tu peux jouer en ligne avec des voitures. Moi, j'étais derrière mon ordi en train d'essayer de développer quelque chose. J'apprenais, je regardais des vidéos YouTube, je testais. Et le soir aussi, après qu'on ait fini de dîner ou de regarder une série Netflix, plutôt que d'aller me coucher à 22h30, je descendais au bureau, là où je suis actuellement, pour continuer à travailler sur cet outil-là. Et c'est comme ça que Scribecast est né. J'adore. Non mais tu me fais trop rire parce que c'est vraiment, tu décris le côté à la fois concentré et passionné aussi du salarié diversifié qui a son petit projet à côté. Et je suis sûre que pour toi c'était encore plus kiffant que jouer au jeu là avec tes collègues. C'est sûr. de développer ton truc le midi. Ça te prenait combien de temps par jour? T'as mesuré, t'as dosé, t'as traqué un peu ton temps. Tu sais combien ça t'a coûté en temps entre guillemets ce développement? Ouais, ça me prenait 3-4 heures par jour, parce qu'une heure le midi, je pouvais pas faire plus, et après c'est le soir, au-delà de la fatigue, il fallait s'arrêter à un moment donné pour avoir les idées claires. Donc je dirais 3-4 heures par jour, et je l'ai lancé, je me souviens, c'était en juin, j'avais lancé le MVP, avec des bêta-testeurs, justement, ces fameuses personnes qui m'avaient appelé en disant, tiens, il faudrait faire ce produit-là sur ma marketplace. Je les ai recontactés, j'ai contacté des podcasteurs aussi que j'aimais bien, et je leur ai fait tester l'outil. Bon, c'était pas encore très mature, donc certains étaient déçus, mais certains ont décelé le potentiel. Tout de suite, ont adhéré au projet, même ont sorti leur carte bleue, parce que j'avais déjà dès le début mis un petit système de paiement, même pas très cher, pour voir s'il y avait un peu de traction. C'était combien, pas très cher? Tu te rappelles de tes premiers pricing? Ouais, j'étais, je sais plus si j'avais commencé, c'était en dollars, parce que j'avais fait un site en anglais. C'était 5 ou 10 dollars, pas plus, TTC. Donc c'était vraiment pas cher. Aujourd'hui, j'ai augmenté un peu le tarif, mais ça reste relativement abordable. Ok, super. Bon, j'aime bien en plus en anglais et tout, à la conquête du monde direct. C'est ça. Non mais t'as raison. Trop intéressant. Alors, est-ce que ça t'a coûté de l'argent ou pas, au-delà du temps? Donc là, on en est sur la facture en termes de temps. Est-ce que t'as dû payer des trucs, je sais pas, des outils, des formations et tout? Tu te rappelles le budget que ça représentait?
Au-delà des formations qui sont, on va dire, autant pour Scribecast que pour d'autres choses, ça peut être en IA, en marketing, en growth. J'aime bien me former, je suis peut-être trop addict aux formations, je peux en acheter 1 ou 2 par mois. D'ailleurs, il faut avoir le temps de les suivre après, c'est un autre défi. Au-delà de ça, c'est plutôt les outils, justement, qui servent à développer, qui servent à héberger. Moi, j'utilise une solution de no-code, je disais, qui s'appelle Bubble. Donc, l'avantage, c'est que c'est un SaaS. Donc, tu payes ton abonnement et tu as accès à la solution pour développer et l'hébergement se fait aussi. Ce SaaS, il me coûte $32 par mois, donc c'est pas le plus cher. Et après, ce qui te coûte, c'est ton outil de speech to text qui va lui être pas fixe. C'est-à-dire que plus il y a de mots qui sont transcrits, plus tu payes. Pareil pour l'IA, j'utilise OpenAI et Anthropic, donc ChatGPT et Claude dans Scribecast. Pareil, c'est des systèmes de tokens. Donc plus il y a de monde sur ma plateforme, plus ça me coûte. Mais au départ, on va dire que ça me coûtait quelques dizaines d'euros par mois parce qu'il n'y avait pas grand monde sur la plateforme. Maintenant, c'est plusieurs centaines d'euros. Ok, bon, mais écoute, mais ça, c'est proportionnel à tes revenus aussi. On en parlera tout à l'heure quand tu nous parleras des KPIs. Super. Qu'est-ce que tu conseilles à ce stade? Donc là, on a parlé de tes compétences, du temps que ça t'a coûté, de l'argent, des outils. Est-ce que tu as un conseil, un défi à nous donner si on veut se lancer concrètement dans la réalisation de notre premier SaaS? Ouais. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de bien séparer justement le côté salariat, parce que j'étais encore salarié, le côté famille, prendre du temps pour sa famille. Là, j'ai un petit de 2 ans, donc j'étais en plein dedans, c'était un bébé, donc il faut aussi s'en occuper et être présent. Donc bien séparer les choses, être sûr qu'on ait du temps pour être concentré sur son produit, pas faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, se prendre vraiment des gros slots de 1 heure, voire 2 heures, mais d'être tranquille, quoi. Donc bien séparer le salariat pour répondre aux besoins du patron qui est là et qui t'a embauché, ou alors en termes de clients si t'es freelance. Moi après je suis passé freelance, mais j'ai continué à faire ça du coup à côté. D'ailleurs, ton employeur, il était au courant que tu faisais un SaaS? Tu lui avais dit? Ouais, et il m'encourageait. Lui-même, il est, on va dire, multipreneur. Il a sa boîte principale aujourd'hui qui est un SaaS, mais il a eu plein d'autres boîtes. Il a des investissements dans une salle de sport, par exemple. Donc, il aime bien aussi toucher un peu à tout. Donc, le fait d'avoir un salarié qui a ouvert d'esprit, qui ne reste pas à son bureau que pour faire une action définie et qui s'intéresse à d'autres choses, il a aussi vu que ça pouvait lui apporter à lui des nouvelles compétences et donc des nouveautés dans le travail du quotidien. Et quand je lui ai dit que j'aimerais quitter mon travail pour me lancer en freelancing parce que j'avais des missions freelance de no-code qui tombaient, je les faisais aussi le soir avec Scribecast aussi à côté. Donc tu vois, je mélangeais tout. Je me suis dit là, il y a un truc à faire. Je vais peut-être arrêter mon job et essayer de me lancer. C'est une lourde décision quand j'avais 37 ans, je crois, 37 ans, un bébé, une maison à payer. Je dis mince, je vais quitter un CDI. Je suis cadre. J'ai fait une école d'ingénieur pour faire ce que je voulais. École d'ingénieur que j'ai fait sur le tard aussi. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis longtemps posé la question. Donc, je me suis finalement lancé et il m'a tout de suite dit, OK, je vois où tu veux en venir. Si tu veux, on fait une rupture conventionnelle. Je vais te suivre, il n'y a pas de souci. Et il m'a aidé là-dessus, il m'a pas mis de frein. J'adore. Bon, écoute, je peux complètement... j'ai beaucoup d'empathie pour ta situation parce que j'ai dû faire face à peu près au même cas de conscience, quitter une situation super pour se lancer un peu dans l'inconnu. C'est top. Et franchement, employé modèle, j'ai envie de dire. En même temps, ton patron, c'est un leader d'un SaaS. Toi, tu essayes de construire un SaaS. Quelle meilleure façon d'être un employé modèle que d'avoir son propre SaaS à côté et de comprendre toutes les problématiques du métier. Ouais. Donc, bon, s'il y a des salariés diversifiés qui nous écoutent, ça leur fera du baume au cœur et ils verront aussi tout le potentiel que ça peut avoir même pour un employeur. Trop cool. Et écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'épisode 3 puisque une fois qu'on s'est motivé, qu'on s'est formé, qu'on l'a construit, on va rentrer dans le run un peu du SaaS. Est-ce qu'il te rapporte de l'argent? Quels sont les KPI qu'il faut regarder quand on lance un micro SaaS? Comment faire en sorte que ça soit rentable après tout le temps et les moments aussi un peu de sacrifice que tu as investi sur ce SaaS? On en parle dans l'épisode 3. Alors, Michael, parlons peu, parlons bien. Tu te doutais qu'à un moment, j'allais parler d'argent quand même, parce que évidemment que le SaaS, on a vu que ça développe énormément de compétences. T'as l'air hyper épanoui, t'as appris peut-être 3, 4, 5, 6 métiers en faisant cette aventure de micro SaaS. T'as découvert plein de choses, plein de clients, donc je pense que c'est que positif sur ton rayonnement de toute façon en tant que salarié puis freelance. Mais bon, quand même, pour ceux qui veulent se lancer et qui se disent le fameux Graal, les fameux MRR, les revenus mensuels récurrents, les revenus qui tombent en automatique. Finalement, le SaaS, c'est presque le degré maximal de la scalabilité et de la passivité, entre guillemets, des revenus. Alors, mythe ou réalité? Je vais te dire, c'est les deux. Réalité, parce qu'effectivement, le SaaS, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir avoir des revenus scalables rapidement. Mais encore faut-il avoir un product market fit
avoir des clients et pouvoir accélérer, c'est tout. Moi, on va en parler juste après, mais je n'ai pas la chance de pouvoir accélérer autant que je l'aurais souhaité, contrairement à des micro-SaaS qui se sont lancés en même temps que moi sur de la rédaction de posts LinkedIn automatisés, qui eux explosent parce qu'ils ont le product market fit, ils ont leur source d'acquisition qui est là où elle parle, qui est LinkedIn. Moi, c'est du podcast, donc il faut que j'aille chercher les personnes à la main, que je leur parle, que je leur présente le produit, que je leur fasse les démos. Donc, en termes de chiffres, c'est au rendez-vous parce que j'ai des clients, mais pas assez, en tout cas pas autant que je l'aurais espéré. Alors, est-ce que tu es OK pour partager avec nous à peu près tes revenus, enfin de ton SaaS, hein, c'est pas tes revenus à toi, c'est les revenus générés par Scribecast. C'est ça. Donc les revenus générés par Scribecast aujourd'hui en termes de MRR, la courbe, si je la regarde, elle est croissante. Il n'y a pas des aléas, des pics et des chutes. Ça reste croissant. On parlera après du churn. Mais en termes de MRR, aujourd'hui, je suis tout de même en deçà des 1 000 euros par mois. Donc, ça reste un micro SaaS avec un micro MRR pour l'instant. Je suis pas au 25K de l'épisode de podcast que j'ai écouté en 2021 avec Anthony Kmes qui avait fondé son SaaS Photo Studio. J'en suis très loin. Je sais qu'en y mettant les bouchées doubles, en faisant des efforts et en investissant plus, je pourrais exploser ce MRR-là. Aujourd'hui, j'en ai pas les capacités, j'en ai l'envie, mais peut-être pas les capacités pour le faire. Alors, comment on fait pour savoir, toi qui as bien geeké sur le domaine, si son SaaS est rentable ou s'il faut faire autre chose, c'est-à-dire si il faut le céder, le revendre ou changer de marché? Parce que finalement, là, 1 000 euros par mois, ça semble pour peut-être le commun des mortels génial d'avoir ça en plus maintenant qu'entre guillemets, t'as fait une partie du travail. Et bon, voilà, il y a à entretenir, faire quelques démos, mais ça semble pas énorme comme boulot. Mais toi, tu me disais, c'est en deçà comment ça s'appelle, la vélocité. Enfin, il y a d'autres critères à prendre en compte. C'est quoi les KPI pour mesurer ce qui est rentable dans un SaaS? Les KPI, effectivement, tu parles de vélocité, donc de croissance. Moi, j'aurais voulu pouvoir en vivre à partir de la première année, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça aussi que je continue à faire du freelancing à côté pour en vivre. On va dire que c'est mon activité principale. Et ce qu'il faut regarder, moi, tout simplement, j'ai deux choses. J'ai d'abord un fichier Excel où je rentre mon chiffre d'affaires et je note mes dépenses, ce qui me permet d'avoir ma marge brute. Qu'est-ce que je peux réinvestir le mois suivant? Et j'ai aussi, du coup, en dessous, les cotisations URSSAF et les impôts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en micro-entreprise aussi. J'ai pas de société. Je ne suis pas en SASU, en EURL. J'ai la micro-entreprise. Donc, j'ai à peu près maintenant 23% de cotisations sociales à retirer. Mais j'ai une marge aujourd'hui confortable qui est à peu près de 50%. De marge brute quand j'ai mon chiffre d'affaires et que j'enlève ce que me coûte l'outil, mes investissements, mon logiciel de marketing, Brevo par exemple pour l'email marketing, etc. Tous ces coûts, mes charges en fait, je les déduis et il me reste à peu près 50% de marge brute. Et après quand j'enlève l'URSSAF et les impôts, ça tourne autour de 10% de marge nette. Donc c'est comme ça aussi que je peux voir si c'est un produit qui vaut le coup d'être maintenu. La croissance, si elle est stable ou si elle augmente. En tout cas, le chute pas, c'est le principal. Et autre KPI important, c'est le churn. Est-ce que tu gagnes plus de nouveaux clients que ce que tu te perds à la fin du mois? Ok. Et ça, il faut avoir je sais pas, c'est un pourcentage. Il y a des métriques, des benchmarks sur le marché qu'il faut avoir en tête quand on a un SaaS. Un SaaS. Moi, j'ai pas vraiment creusé cette chose-là dans le détail, comparé et benchmarké par rapport à d'autres. Ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que j'ai moins entre 7 et 9% de churn, pas plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ce chiffre-là, mais ça me semblait bien. En tout cas, c'est ce que j'ai actuellement et je sais que ça me permet d'avoir quand même du MRR qui monte tous les mois, même si c'est pas assez rapide à mon goût, mais ça monte. Donc, je fais attention à ne pas avoir au-delà de ce taux de churn. Donc le churn, c'est les gens qui partent, qui se désabonnent. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que comme on est dans le monde du podcasting, ça marche par saison. Donc les gens payent pour leur saison et quand ils n'en ont plus besoin, parce qu'ils sont comme là une pause estivale ou en intersaison, ils vont couper l'abonnement. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas revenir. Donc il faut regarder la rétention, mais aussi le taux de personnes qui reviennent. Donc pour traquer tout ça, comme c'est difficile de faire avec un fichier Excel, moi j'ai mis le plugin, c'est l'intégration API que j'ai mise dans mon SaaS de l'outil Chartmogul. Et Chartmogul te permet d'avoir tous ces rapports, ces courbes, ces chiffres qui sont vraiment intéressants. Ça te donne aussi la LTV, donc la lifetime value d'un client. Donc je sais qu'aujourd'hui un client, alors je sais, mais j'ai plus le chiffre en tête. Je sais qu'aujourd'hui un client, quand il rentre chez Scribecast,
il va me rapporter X centaines d'euros. Parce que je sais qu'il dépense autant par mois en moyenne, avec une récurrence ou au moins une certaine période. Ouais, c'est la dépense moyenne fois le temps qui reste, quoi, avant de C'est ça, exactement. Okay. Ouais, donc ça fait pas mal de batteries d'indicateurs. Effectivement, moi je connaissais pas Chartmogul là dont tu parlais. Donc c'est ça qui te fait un peu le tableau d'analyse façon SaaS pour bien comprendre si t'es sur les bons rails. Ok, bah super intéressant. C'est quand même un peu compliqué, non? Peut-être finalement pour des gens qui étaient pas dans ce domaine-là, parce que derrière, après, il faut que tu calcules tes coûts. Tu disais, faut que je vois si je peux investir. Et donc, c'est comme ça que tu vois si tu peux prendre, j'en sais rien, moi, un sales qui te fait des rendez-vous commerciaux ou qui prospecte des podcasteurs, ce genre de choses. Est-ce que tu as déjà, est-ce que c'est dans tes plans peut-être d'investir aussi pour développer le MRR de ton SaaS? Ouais, alors malheureusement, avec le MRR que j'ai aujourd'hui, donc moins de 1000 euros par mois pour faire simple, j'ai pas la capacité de pouvoir embaucher ou déléguer avec peut-être si avec un assistant virtuel il y aurait moyen de faire quelque chose, mais moi je vais plutôt aller sur quelqu'un qui va faire du growth, du marketing, du sales. C'était mon métier avant, donc ça j'aime bien le faire aussi quand même. Détecter un besoin, démontrer ce que je peux faire, apporter quelle solution, faire les démos, ça je le garde pour moi. Mais au moins sur du marketing, pouvoir déléguer, ça passerait par prendre quelqu'un en alternance au départ. Et aujourd'hui, j'ai pas encore les capacités de payer quelqu'un en alternance. Donc je le fais moi-même. Et c'est pour ça que la croissance, moi, elle est pas assez rapide parce que je suis tout seul et j'ai pas encore assez d'argent pour pouvoir aller plus vite. Donc quand je dis que je réinvestis, c'est oui, dans de la formation pour moi, pour l'outil, mais c'est aussi sur j'ai un besoin, j'ai ma roadmap Scribecast qui est définie pour faire telle fonctionnalité, j'ai besoin de tel autre outil ou tel autre API à connecter. Bien souvent, maintenant, ce sont des API qui sont payantes à l'usage aussi. Donc, c'est comme ça aussi que je réinvestis l'argent que je gagne. Ok. Bon, bah écoute, c'est passionnant, mais je pense que ça démontre bien aussi la réalité du builder, donc du indie hacker, enfin celui qui construit des SaaS tout seul. C'est toujours cette calculatoire entre quel est le potentiel de gain, où j'en suis, qu'est-ce que j'investis en argent ou en temps, parce que tu nous en parleras tout à l'heure, tu as aussi tes propres missions de freelance à côté, donc j'imagine que c'est un peu un portfolio de ressources que tu gères très précautionneusement. Super, trop intéressant. Est-ce que tu as un conseil du coup pour nos SaaS builders qui nous écoutent sur cet aspect KPI ou peut-être un défi à leur donner? Tout simplement, ne faites pas la bêtise de ne regarder que le chiffre d'affaires. Si vous dites, OK, je ramène 1000 euros par mois, je gagne 1000 euros par mois, non, je ne gagne pas 1000 euros par mois. Comme je disais, moi, sur les 1000 euros, je dois récupérer peut-être une centaine d'euros à la fin du mois dans ma poche. Donc voilà, ne faites pas cette bêtise-là et surtout regardez la croissance, est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'il n'y a pas des pics qu'il faudrait peut-être expliquer par le fait qu'il y a un buzz, un partenariat? Faut vraiment regarder sur le long terme, prendre du recul et voir où est-ce qu'on peut aller se projeter finalement. C'est ce que j'adore aussi dans ce business model, moi, qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours pas trouvé d'idée, mais bon, j'exclus pas un jour de trouver une idée, mais c'est que ça force, contrairement au freelancing. Le freelancing, il y a un petit côté un peu salaire mensuel, un peu, qu'on le veuille ou non, on retombe un peu là-dedans, souvent mes missions du mois, mon machin. Là, avec un SaaS, là, c'est vraiment, tu sors complètement de la logique de mensuel. T'es obligé de te projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, des cycles, des saisonnalités. C'est beaucoup plus complexe. Ça fait un peu boule de cristal. Mais une fois qu'on joue ce jeu-là, c'est très intéressant. Et moi, je le vois à ma moindre mesure déjà avec le côté lancement produit, infoprenariat, tout ça. C'est quand même très différent d'une activité de freelance. Parfois, ça fait un peu des sueurs froides quand avant de faire un grand 8 parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des pics de trésorerie et aussi il y a des creux. Donc franchement, c'est très chouette aussi pour, je trouve, la culture entrepreneuriale d'ajouter un peu de SaaS à sa vie de free. Trop bien. Et écoute, je te propose qu'on passe à l'épisode 4 où tu vas nous raconter tout ce que ça te rapporte en fait de faire un SaaS au-delà de ces KPI et du MRR dont on vient de parler. On en parle dans l'épisode 4. Alors, qu'est-ce que on peut gagner en faisant un micro SaaS? On a parlé de MRR, c'est le truc le plus évident. Parce que évidemment, on pense tout de suite aux revenus passifs et à ce qu'on pourrait gagner. Déjà, tu nous as mis un petit stop en mode bon, le MRR, c'est pas direct dans la poche. Il y a aussi une forme de marge à considérer, à calculer, etc. Est-ce que je te pose la question, comme je le vois par rapport aussi aux autres exemples de indie hackers et tout, j'en ai vu pas mal revendre leur micro SaaS, ou en tout cas ils ont été interviewés dans des podcasts au moment où ils ont réussi à faire une revente fructueuse avec un montant quand même assez conséquent. Est-ce que ça, pareil, c'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce qu'on peut vraiment revendre son micro SaaS? Et si oui, comment ça marche en fait?
Alors ça, c'est une réalité et je l'ai testé, cette réalité. C'est-à-dire que j'ai moi-même mis Scribecast en vente pour voir ce que ça donnait. Et très rapidement, alors je l'ai mis en vente sur un site qui s'appelle micron.io, mais t'en as d'autres, hein, Dotmarket, un français, Little Exit, Acquire, enfin, il y en a plein, qui sont spécialisés plus ou moins parfois dans les micro-SaaS d'ailleurs, fait en no-code ou pas. Là, il s'avère que micron.io fait du micro-SaaS et fait du Bubble no-code, donc je l'ai mis là-dessus. Comme ça, les acheteurs sont justement au courant que c'est du no-code. Certains n'aiment pas trop que ça soit en no-code. Et j'ai testé. Très vite, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des messages, des gens qui ont ajouté à leur wishlist Scribecast en se disant tiens, je regarderai peut-être plus tard ce que ça donne. Et j'ai été contacté et en gros, je l'ai mis en vente. J'ai été contacté. Une personne m'a dit écoute, moi, je suis pas prêt à te le reprendre comme ça et à prendre 100%, on va dire, du gâteau. Je voudrais que tu restes avec moi pour continuer à développer la plateforme, peut-être grappiller des features des fonctionnalités qui seraient présentes chez des gros concurrents. Je te paierai pour le faire. Je réinvestirai aussi sur la partie marketing, influence sur les réseaux sociaux. Enfin, il voudrait investir comme ça de l'argent de sa poche et il se dit ok, après on se donne un an pour voir ce que ça donne et au bout d'un an on revend. Je dis what else, pourquoi pas, on va creuser. Mais effectivement, j'ai creusé et en questionnant un peu plus sur ses expériences passées, sur comment il pouvait m'accompagner sur la stratégie. J'ai posé plein de questions et je me rends compte que cette personne, elle me répond pas finalement autant que je le souhaiterais. Donc j'ai mis un stop. Et en plus, c'est en anglais. Enfin, c'est une personne qui se trouve aux Pays-Bas. Moi, mon anglais, j'ai fait une école d'ingé, j'ai le TOEIC, tout ce qu'il faut, mais ne pratiquant pas l'anglais, j'ai du mal aussi à discuter sur des visios avec cette personne-là. Donc j'ai mis un stop, mais au moins je me suis aperçu que très vite, en mettant en vente la solution, j'avais déjà un acheteur potentiel, voire même un investisseur qui serait capable de m'accompagner sur mes lacunes et de pouvoir revendre dans un an avec un multiplicateur beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Et alors, tu as dû faire tes recherches là-dessus. Je sais que quand on revend un business, c'est un certain multiple d'un certain KPI. Alors, pour certains, ça va être le MRR, la marge, le chiffre d'affaires. Comment ça marche quand on revend un micro-SaaS? C'est quoi le multiple? Alors oui, tu as raison. Déjà, c'est sur quoi on se base? On peut se baser sur le MRR. On peut se baser sur le profit net, le net profit, donc le bénéfice, l'EBITDA. La chose, c'est que sur les SaaS et micro-SaaS, bien souvent, on se base sur le MRR. Donc même si tout ne rentre pas dans sa poche, même si c'est pas du bénéfice, on va calculer l'ARR, donc le x12 sur le MRR. Donc imaginons aujourd'hui, je sais pas, moi je dis une bêtise, 10 000 euros par an avec Scribecast. Je peux très facilement faire un multiple de x3, x5, x7, même x10, x15 parfois, mais ça dépend là du produit et de l'accélération, de la vélocité du product market fit. Donc moi je suis resté raisonnable pour le mettre en vente. J'ai fait un essai avec un 3,2 je crois sur l'ARR. Donc à l'époque je l'avais mis du coup à 22 500 euros en termes de revente parce que j'étais pas encore à ce niveau-là de MRR et de ARR, donc revenu annuel récurrent. Je l'avais mis à 22 500, mais je pourrais le mettre beaucoup plus haut aujourd'hui, autour de 30-40 000. Et c'est ce que regardent ces personnes-là, c'est combien ça me rapporte sur une année, combien de temps il faut pour que je puisse rentabiliser, quel est le potentiel de croissance, où est-ce que je mets les forces, est-ce qu'il faut une force marketing, une force en sales, etc. pour pouvoir continuer et démultiplier les revenus. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est juste un multiple, 5, 7, 3, ça dépend du produit, du marché, s'il est très niché ou pas, et de la croissance. Super intéressant. Et là, comme ça, si je te dis, tu revends ton SaaS à 40 000 euros, ça aurait été rentable pour toi, tu penses, cette opération, par rapport au temps que tu y as passé? Toi qui fais du freelancing à côté et qui vois aussi la valeur finalement de ton TJ. Clairement non, parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai un TJM autour de 500 euros. Clairement non. Si je calcule vraiment le temps passé dessus, les heures passées, si je les convertis avec mon TJM, non, on est au-dessus de ce billet que tu viens de mettre sur la table. Mais moi, avant tout, Scribecast, c'est un kiff. Ça me permet d'apprendre, de faire des connaissances. Tu vois, aujourd'hui, je suis avec toi sur le podcast et sans Scribecast, je n'aurais pas eu cette opportunité-là. Donc, c'est aussi un kiff et je suis pas non plus là pour le revendre. Alors, effectivement, ça peut être une stratégie de faire du micro-SaaS, d'en sortir un tous les 2-3 mois pour voir celui qui marche, le faire croître et le revendre. Ça peut être une idée business de créer pour revendre du micro-SaaS. Là, Scribecast, je l'ai fait pour moi et pour mes ex-clients qui avaient ce besoin-là, pour répondre à ce besoin-là particulièrement. Donc c'est quand même un petit peu mon bébé. Mais... Non, mais c'est génial. En même temps, je te pose cette question, c'est juste pour la beauté de la question, entre guillemets, mais je vois très bien tout ce que ça t'a apporté à côté. Et du coup, je pense que
je voudrais pas dissuader les gens de se lancer dans l'aventure de créer un SaaS parce que je pense que c'est hyper instructif. Et avant d'avoir un truc qui réussit, peut-être qu'il faut en faire 2-3 aussi qui fonctionnent moins bien, où on n'a pas tout de suite le market fit, ou alors peut-être si tu le faisais demain, tu changerais de marché ou tu le ferais sur un autre pays, enfin que sais-je. Tu vois, il y a des apprentissages que tu pourrais pas avoir si t'étais pas passé par ces étapes-là. Et en même temps, je te pose la question parce que je pense que tout ce que tu as créé, ça t'a aussi permis de gagner en valeur sur ton métier de freelance. On n'en a pas trop parlé, mais donc tu vis de ton freelancing. Aujourd'hui, tu es en train de lancer No Code Bento, qui est une agence no code. Raconte-moi en quoi peut-être finalement aussi la création de ce SaaS t'a permis de faire gagner, croître en valeur aussi ta capacité de freelancing, ton TJM, peut-être tes revenus, trouver des nouveaux clients aussi peut-être. C'est ça, exactement. Pas plus tard qu'hier, on m'a sollicité. C'est un ami freelance qui a une cliente qui a un projet autour du podcast justement pour automatiser sa production, la mise en ligne, etc. Et il m'a dit tiens, j'ai pensé à toi parce que moi j'aurais pas forcément le temps de le faire en septembre et d'accompagner ma cliente. Donc j'ai pensé à toi et je te mets en relation avec elle si tu veux. C'est ton domaine, tu fais du no-code, elle va s'y retrouver dans ce que tu fais. Moi, j'ai du coup la casquette fondateur de Scribecast qui rentre aussi un peu dans mon portfolio. Hein. Je montre le produit que j'ai fait, comment je l'ai fait, quels API j'ai intégrés, notamment de l'IA. C'est à la mode, donc les gens aiment bien. Les systèmes de paiement. Donc, ça me permet de leur montrer de quoi je suis capable. Et c'est vrai que ça joue beaucoup dans le freelancing. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets, entre guillemets, de lancer No Code Bento. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais freelance sur toute l'année 2023. J'ai repris un CDI début 2024 en tant que Sales Ops. Sales Ops, c'est les opérations métiers dans les métiers de la vente, donc les sales en startup. J'ai arrêté parce que je m'y retrouvais pas. J'ai tout de suite repris un CDI en tant que développeur Bubble, donc là mon métier que je fais aujourd'hui en termes de freelancing. Okay. Et malheureusement la boîte a fermé, liquidation judiciaire. Donc je reviens un peu par la force des choses sur du freelancing à full time et je me dis tiens je vais en profiter pour aller un peu plus loin et essayer de créer quelque chose de plus concret cette fois-ci, ne pas simplement vendre mon temps, mais essayer de créer, moi j'appelle ça aujourd'hui un studio, non pas une agence, mais un studio no code qui répondra à des besoins de web app, d'automatisation et d'IA et sur lesquels je pourrais intervenir seul ou accompagné avec des collègues, d'autres que je pourrais faire en termes d'apport d'affaires, par exemple. Je leur dis, OK, j'ai une mission, on peut pas la traiter. Rentre chez nous dans un collectif No Code Bento et moi, je prends juste une commission d'apport d'affaires. Donc, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui pour essayer un peu de diversifier aussi et donner un peu de crédibilité. Au-delà du fait que j'ai créé Scribecast, je suis crédible sur le marché de création d'applications web, mais aussi de crédibilité dans mon travail au sens général. Un client qui voit juste un freelance et un client qui voit le même potentiel, mais quelqu'un qui a déjà quelque chose de plus structuré, ça peut faire la différence. Et ça, je l'ai vécu, j'ai perdu une mission parce que moi, j'étais seul versus quelqu'un d'autre où ils étaient deux en mode studio-agence. Ok, super intéressant. Bon, en tout cas, c'est bien, tu t'évolues de business model en business model et par rapport à mes 4 piliers, tu vois, moi, je parle tout le temps de ça, mais je trouve ça chouette d'avoir une expertise, d'avoir un média aussi dans lequel tu communiques et tu expliques. Et toi, tu partages beaucoup cette expérience aussi, notamment sur LinkedIn, notamment dans tes derniers posts où tu parlais de tes expériences combinées, en fait, entre freelance, salarié, création de SaaS. Et moi, je trouve ça très moderne comme approche et très rassurant aussi sur tes compétences, tes capacités d'organisation et tout. Bien sûr, créer un produit. Donc, toi, tu as ton produit Scribecast. Et puis après, la brique communauté que tu ajoutes avec ton No Code Bento. Donc, je te souhaite énormément de succès avec ça. Est-ce que tu veux finir sur un défi ou un conseil pour celles et ceux qui chercheraient peut-être à revendre justement leur micro SaaS avant qu'on passe à ton dernier épisode conseil, un peu tous les derniers conseils pour créer son SaaS et les erreurs à éviter quand vous vous lancez dans la création de SaaS? Ouais, le conseil que je donnerais, c'est de tout de suite se dire, OK, aujourd'hui j'ai un produit, pourquoi je le fais et est-ce que c'est à terme quelque chose que je vais revendre? Parce que si c'est potentiellement un produit que l'on souhaite revendre, il faut le savoir dès le départ pour bien structurer son application, pour préparer le terrain, avoir un nom de domaine, une adresse email dédiée, des choses qu'on peut après transmettre assez facilement à la personne qui va acheter. Une documentation, comment j'ai construit l'application, comment elle fonctionne, pourquoi j'ai fait ça. Sinon, les acheteurs vont dire OK, non, je la prends pas, c'est pas clean, je peux pas la prendre aujourd'hui, il y a trop de travail pour reprendre le boulot derrière. Et aussi, n'ayez pas peur de lancer quelque chose en anglais. Je te coupe, mais j'ai enregistré cet été un épisode sur comment faire un exit en tant que solopreneur. Donc ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que on crée notre truc un peu dans notre coin, en pyjama dans notre salon, on kiffe et tout, mais oubliez pas que peut-être un média, une communauté,
un SaaS, un produit ou même une formation en ligne, ça peut se revendre aussi. Donc voilà, si vous faites les choses clean, peut-être investir dès le début. Enfin, tu sais, moi, je me rappelle l'erreur de débutante, c'est genre, j'avais même pas payé à Google Workspace 5 balles par mois. Ouais. Du coup, j'avais tout sur mon mail perso. Enfin, un énorme bordel. Ça m'a pris 2 ans à tout détricoter parce qu'après, j'avais toutes mes inscriptions à tous mes SaaS sur mon mail perso. Bon, tu vois un peu le délire, quoi. Exactement, Pardon, je t'ai c'est coupé la du coup grosse sur ton erreur. deuxième conseil. C'est la grosse erreur à ne pas faire. N'ayez pas peur de prendre un Google Workspace. Moi, c'est ce que je viens de faire là pour No Code Bento. J'ai tout de suite une adresse mail dédiée, ce qui permet aussi, il faut faire le setup de l'adresse email. Il faut pas envoyer du mass mailing avec n'importe quel email, n'importe quel domaine. Donc aussi, ça, je vais pas rentrer dedans parce que c'est assez technique. Mais voilà, tout de suite prenez les choses comme si c'était, c'est pro, c'est carré, c'est pro. Business. Voilà. Ouais. Et je finirai par dire, n'ayez pas peur d'aller sur du marché anglophone. Je l'avais fait dès le départ. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des concurrents anglophones qui marchaient très bien et tout le monde me disait, ton produit, j'aimerais bien l'avoir, mais en français, etc. C'est ce qui ferait la différence. Donc, je suis revenu en arrière pour ça. J'ai mis le produit 100% français et j'attaque un marché francophone. Donc, c'est assez grand quand même, hein, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada, Afrique. Il y a du monde. Il y a de quoi faire. Mais n'ayez pas peur parce que derrière, en termes de revente, ça se valorise aussi le fait que le produit soit en anglais. Super intéressant, ouais. Donc là, toujours l'équilibriste entre mon product market fit, j'ai un truc là, je connais les gens et tout, et puis d'un autre côté la revente d'ici quelques années, potentiellement le potentiel peut être que meilleur si c'est international. Bon je pense qu'on n'aurait pas être sorti de nos cas de conscience avec cet épisode, mais en tout cas c'est cool d'ouvrir la discussion. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sentiront moins seuls en t'écoutant, Michael, avec toutes les questions que tu te poses et qui nous traversent. Et donc je te propose qu'on finisse par un épisode final où tu nous racontes un peu toutes les erreurs à éviter et puis toutes les dernières pensées que tu as sur la création de SaaS et qui pourront aider les solopreneurs qui se lancent. C'est parti. Allez, pour cet épisode final, c'est un peu le pêle-mêle avec toutes les erreurs peut-être que tu as pu commettre toi en lançant Scribecast. Et qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message à nos chers solopreneurs pour éviter ça et pour... Alors, je pense qu'on peut pas tout éviter, on en a parlé, hein, les erreurs, elles sont constitutives de votre apprentissage. Mais bon, là maintenant, si tu devais reprendre tout à zéro et recréer un SaaS, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Alors, peut-être pas différemment parce que je pense avoir suivi les bonnes règles. En ayant lu pas mal de bouquins et écouté pas mal de podcasts, tu commences aussi à comprendre comment il faut faire. En tout cas, sur le départ, le 0 à 1, n'essayez pas de faire un produit trop parfait pour vous parce qu'il n'est jamais assez parfait. De toute façon, il y aura toujours des choses à faire. Donc, dès le départ, dès que vous avez, que vous sentez que votre produit peut répondre à un besoin, déjà, parlez-en autour de vous. Faites tout simplement une landing page, un petit site vitrine qui présente le produit et sa solution, la solution qu'il apporte aux besoins, avec un input pour laisser un email pour que les gens puissent s'inscrire. Déjà, ça, c'est le minimum. N'attendez pas d'avoir votre produit fini. Faites ça d'abord. Vous voyez s'il y a de l'inscription. Si au bout d'un jour ou une semaine, il y a 10-100 personnes, vous dites OK, il y a de l'intérêt. Là, je vais commencer à travailler sur le produit. Et quand vous travaillez sur le produit, sortez rapidement une V1. Vous faites vos interviews avec les gens qui se sont inscrits sur la landing page, vous les interviewez, vous discutez avec eux, c'est quoi ton besoin, comment je peux t'aider, si je t'apporte ça comme solution, est-ce que tu serais prêt à payer? Et si la réponse est oui, très vite sortez votre produit, surtout en no-code. Le premier mois, vous pouvez sortir quelque chose, faites-le tester. Et c'est là où vous allez dire OK, j'avais un truc en tête, mais finalement c'est pas du tout ce que les gens veulent. Il faudrait que je bifurque un peu. Ne perdez pas de temps. L'avantage du no-code, c'est que vous pouvez itérer rapidement. Donc faites-le. Et c'est seulement après que vous pouvez peaufiner votre produit, justement avec les feedbacks utilisateurs et une roadmap bien définie. Et du coup, alors c'est intéressant. Est-ce que tu te rappelles, je sais pas si tu les avais notés quelque part, mais combien d'inscrits tu avais sur ta liste d'attente au début, ou avec combien de bêta-testeurs tu as commencé? Parce que parfois, je sais pas ce que tu en penses, mais parfois les gens ils viennent me voir en me disant « Ah, c'est nul, j'ai que genre 7 clients, un truc comme ça. » Et je suis là, en fait, c'est pas nul. Enfin, tu vois, tu commences ton truc, tu commences ton bootcamp, tu commences ta formation. Enfin, je veux dire, je sais pas, je crois que les gens, ils s'imaginent que dès qu'on publie un truc, on a 500 clients sur la liste d'attente. Mais, enfin, moi, c'est pas du tout mes souvenirs de lancement de produit, hein. C'est pas du tout aussi spectaculaire et ça m'a pas empêché après, derrière, de générer des bons chiffres d'affaires. Non, t'as raison. Moi, quand j'ai lancé ça, j'en ai parlé sur LinkedIn, sur Twitter, je crois. Et j'avais mis ma landing page. J'ai eu peut-être sur une semaine une centaine d'inscrits. Encore une fois, c'est très niché, donc tout le monde ne va pas vouloir utiliser le produit, hein, c'est pour du podcast. Il y avait beaucoup de curieux aussi. Mais une centaine d'inscrits, sur la centaine d'inscrits, peut-être un bon tiers finalement qui ont sauté le pas d'aller voir le produit et de s'y inscrire et de l'essayer.
Donc ça passe par un email en disant tiens, tu t'étais inscrit, voilà, le produit est disponible, tu peux l'utiliser ici. Voici un petit code promo si tu veux faire payer dès le départ les gens. Peut-être une dizaine d'inscrits et sur la première version, j'avais peut-être 3 ou 4 clients. Donc version du mois de juin. Et après, j'ai continué à peaufiner durant l'été. Juillet-août, c'est ça. Juillet-août, j'ai laissé l'accès en bêta fermé à la solution. J'ai continué à développer durant l'été le produit et en septembre, j'avais sorti la V1 qui là répondait plus ou moins à tout le monde quoi en termes de besoins. Ok. Non mais donc intéressant, en gros on passe de 100 à 3 et pour ceux qui sont pas habitués aux métriques de conversion, enfin c'est le genre de déperdition auquel on est habitué entre le lancement, les gens qui disent ouais c'est génial ton truc et puis ceux qui vont effectivement sortir la carte bleue ou encore pire pour un SaaS se mettre à l'utiliser parce que toi en plus tu as un peu une logique d'implémentation qui est assez redoutable aussi là-dessus. Ok, trop bien. Quelles sont les autres erreurs ou conseils que tu donnerais pour les éviter? Eh ben, on est en étape 2 maintenant. Le produit est sorti. L'erreur à ne pas faire, du coup. Il faut prendre le juste milieu. Il faut écouter ses clients, les feedbacks, mais il faut pas dire oui à tout le monde et développer tout. Tous les besoins ne sont pas viables. C'est pas parce qu'un client a besoin de quelque chose spécifiquement que ça va répondre à la majorité de tes clients demain. Et au contraire, ça risque de rendre ton produit trop complexe aux yeux de certains. Donc, rester simple, prendre les idées comme elles viennent, les noter. Ça c'est sûr, il faut les noter. Mais ne pas tout développer, ne pas tout mettre dans ta roadmap de développement finalement, et se donner une vision, un axe stratégique, peut-être pour se différencier aussi de la concurrence. Ok, eux ils font ça, ça, ça. Il faut que je le fasse pour être au même niveau, mais il faut pas que je copie tout. Il faut que je fasse d'autres choses pour me différencier et dire ok, quand il y aura le choix entre mon produit et un autre, pourquoi les gens vont venir chez moi. Donc c'est aussi ça. Okay. C'est pas non plus faire que du copycat, c'est apporter de la nouveauté. Alors ça c'est intéressant. Et tu vois quand tu parlais de roadmap tout à l'heure, je me disais que typiquement moi je devrais me créer une roadmap, même si c'est pas un logiciel. Mon incubateur solopreneur, tu vois, tous les jours, il y a des gens qui me disent, je sais pas moi, tu devrais faire ça, tu devrais enlever ça, tu devrais rajouter ça. Il y a un peu une question d'arbitrage. Et un peu annuellement, je le revois, je fais des trucs, mais j'ai pas une roadmap formalisée et je pense que ça manque parce que du coup, pour pas oublier les idées ou pour garder celles qui reviennent fréquemment et qui peuvent aider. Donc, un bon point pour tous les solopreneurs, quels qu'ils soient, SaaS ou pas SaaS. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un petit dernier conseil pour la route? Tout simplement, c'est un peu bateau parce que c'est ce que je dis tout le temps et que beaucoup disent, c'est n'ayez pas peur, sautez le pas et passez à l'action. Eh ben, écoute, voilà. On va suivre tes conseils précieusement. Je vous rappelle qu'on a la newsletter du board où tu nous mets tous tes conseils, toutes tes inspirations, plein de noms aussi de personnes à suivre dans le domaine et toute ta stack d'outils pour créer un micro SaaS. Et surtout, on te retrouve, Michael, dans la communauté, dans les parages. Donc, venez nous poser vos questions aussi et vos questions à Michael si vous voulez créer votre micro SaaS. Trop bien. Je te remercie énormément. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour Scribecast, pour tes aventures avec No Code Bento et toutes tes futures aventures de freelance solopreneur. Je suis sûre qu'il y en aura plein encore cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michael, et merci à toutes et à tous. Et à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye!